Bonjour à tous. Donc, je suis Laura Routier, je suis praticien hospitalier universitaire et membre du labo. Et c'est dans ce contexte-là que je vous présente les différents travaux qu'on a pu réaliser dans le laboratoire. Donc, comme vous le savez probablement, le développement cérébral, c'est tout un tas de processus en fait, qui vont se mettre en place, vont se chevaucher en fait, tout au long de la période de gestation et puis même après la période, après la naissance. Et nous, une fenêtre qui nous intéresse tout particulièrement, c'est cette fenêtre de la prématurité, donc en sachant que désormais on est compatible avec la vie, une naissance à partir de 23 semaines d'aménorrhée, hein, et que c'est une étape finalement très importante entre cette période-là de 23 semaines jusqu'à la naissance, puisqu'il va y avoir tout un tas de processus, hein, que ce soit de la synaptogénèse, la mort cellulaire, de l'agrégation de la croissance axonale, etc. Et qu'au début de cette période, en fait, on va passer d'activités qui sont complètement endogènes et focales à assez précocement, et on reviendra dessus après, à une période où des circuits permanents et transitoires vont coexister, et également à un début d'influence en fait, des informations sensorielles sur cette maturation et sur ce développement cérébral. En effet, à ce moment-là, en fait, on a deux structures clés, hein, au niveau du cerveau qui sont la plaque corticale, donc qui est cette structure qui, à partir du troisième trimestre, au début du troisième trimestre en tout cas, est très immature, contient très peu de synapses. Et puis, on a par contre une structure qui est juste sous cette plaque corticale, qui est la sous-plaque, et qui, elle, est très développée avec de nombreuses synapses, avec notamment les afférences thalamiques qui sont quiescentes à ce moment-là. Et puis à 28 semaines, ça va être une étape cruciale, une étape clé de la maturation, puisque ces afférences thalamiques, elles vont venir migrer dans la plaque corticale et créer des synapses avec les neurones de la plaque corticale et ainsi ouvrir la possibilité à l'expérience sensorielle et finalement à la découverte aussi du monde extérieur. Et puis cette synapse, à partir de ce moment-là, à partir de 28 semaines, elle va involuer de telle sorte qu'elle va disparaître. Alors c'est quelque chose d'assez progressif, mais elle va disparaître dans les premiers mois de vie. Donc, on va donc avoir à ce moment-là, sur cette période de prématurité, une transition entre des activités endogènes qui sont codées génétiquement et qui sont complètement indépendantes de stimulation sensorielle. Et par contre, on va passer progressivement à des activités corticales qui, elles, vont pouvoir être influencées par ces activités sensorielles. Donc, la sous-plaque, c'est une structure clé à ce moment-là et ça a déjà été démontré qu'elle était impliquée dans le développement et la plasticité de cette plaque corticale et dans également l'établissement des connexions thalamo-corticales, également en envoyant des réponses de feedback vers le thalamus. Et elle va participer également au développement des colonnes corticales, donc à toute cette organisation corticale et à la migration neuronale. Ce qui a été également démontré, c'est qu'in vitro, les neurones de la sous-plaque, ils étaient capables de générer des activités spontanées électriques dans le système auditif. Donc, ça va aussi dans ce sens-là. Donc là, c'est ce que nous, on utilise en pratique clinique c'est un peu le mode d'emploi de l'interprétation de l'EEG du prématuré, en sachant, en tout cas dans ce qu'il est actuellement, en sachant qu'on a deux grands systèmes d'évaluer. Le premier qui est l'évaluation du réseau, où là, on va passer, et c'est ce qu'on retrouve ici, plus l'enfant va vieillir, et se rapprocher de la période du terme, et plus on va passer d'une activité qui est discontinue, c'est-à-dire qu'on a des bouffées d'activité qui sont entrecoupées par des périodes de silence qui peuvent être plus ou moins longues. Plus l'enfant est prématuré, plus elles sont longues, plus il va vieillir et à terme, il doit avoir un tracé qui est continu. Donc, on va déjà avoir cette évolution-là progressive. On va avoir également une diminution des amplitudes. Initialement, dans les bouffées, on a des activités très amples qui vont diminuer progressivement et on va avoir également une augmentation de la fréquence de ces activités. On va passer d'une activité delta à une activité à prédominance θ. Et en parallèle, on a également une autre évaluation qui, elle, va porter sur les générateurs, c'est-à-dire qu'au cours de la maturation cérébrale, on a des activités qui vont apparaître et disparaître et qui doivent disparaître à un moment donné. Donc, avec la première, et on va en parler plus longuement après, l'activité θ-temporale, donc on reviendra dessus après, qui par exemple est une activité qui apparaît à 24 et qui doit disparaître à 32 semaines.
pour signer une bonne maturation fonctionnelle. Et puis, on a d'autres générateurs comme les delta brush. Alors, ces deux générateurs, que ce soit l'activité θ temporale ou le delta brush, sont tous les deux des ondes lentes qui sont couplées avec de rythmes rapides qui diffèrent entre ces deux activités-là, mais en tout cas, c'est ce concept-là. Et puis, on a également, on en parlera plus tard, les encoches frontales qui, eux, sont un biomarqueur du terme. Donc, malgré cela, malgré ces connaissances-là, il y a toujours des questions qui restent en suspens et auxquelles on ne peut pas répondre ou de façon plus ou moins imprécise sur le rôle de ces biomarqueurs, sur leur impact également sur la maturation fonctionnelle, savoir si finalement ces biomarqueurs sont purement de lignée avec un codage génétique ou si alors sont le reflet d'une modulation par les informations sensorielles, par l'expérience sensorielle. On se demande également quels sont les générateurs et où ils sont situés de ces activités, générateurs ou oscillateurs, on parlera de cette petite nuance un peu plus tard. Et comment, alors ça c'est plutôt à terme, une fois qu'on aura bien compris convenablement et de façon précise le développement cérébral, c'est de se demander comment les processus pathologiques, les mécanismes pathologiques, in ou ex utero, peuvent venir impacter ces activités et du coup le devenir à long terme, notamment chez les prématurés. Donc ça, c'est un premier travail que j'ai réalisé avec l'équipe sur les activités θ temporales. Donc ces activités θ temporales, là on le voit en basse résolution, finalement, c'est une activité θ, une fréquence θ qui vient se mettre en fait sur une onde lente. Cette activité, elle apparaît à 24 semaines, elle doit disparaître à 32 semaines, donc c'est une activité qui est quand même très précoce. Et ce qu'on en sait de cette activité de façon empirique, c'est qu'elle confère un pronostic neurologique favorable dès lors qu'elle a ces caractéristiques-là. Et surtout par le fait également que lorsqu'elle disparaît, par contre, le pronostic là, devient défavorable. Cependant, son générateur, sa fonctionnalité, voilà, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, avec la question également de se poser, qu'on se posait de savoir si c'était une activité plus innée ou acquise. Alors, bien qu'on avait un petit a priori qui était de se dire que puisque cette activité arrivait avant même la connexion des afférences thalamiques avec la plaque corticale, il était peu probable, en tout cas c'était une de nos hypothèses, que cette activité soit modulée en tout cas par l'expérience sensorielle. Et donc, on a enregistré des EEG haute résolution et c'est cette activité qu'on retrouve ici, qui plus souvent est sur les électrodes temporales centropariétales d'activité θ en coalescence avec une onde. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que là où le EEG basse résolution, ça concerne 2 électrodes temporales, puisque finalement, notre EEG basse résolution, c'est 11 électrodes. Et bien déjà, sur un 64 électrodes, on voit qu'il y a parfois, c'est des activités qui sont plus diffuses, parfois moins. On a donc étudié 14 EEG haute résolution 64 électrodes d'enfants enregistrés entre 26 et 31 semaines d'aménorrhée. Donc là, voilà un autre EEG où là, c'est une activité droite, une activité θ temporale. Donc, en descriptif, on a pu en effet confirmer que c'était des activités qui étaient finalement assez focales, qui concernaient 2 à 7 électrodes. Et qui était avec une localisation plus diffuse à 26 semaines qu'à 31 semaines, mais avec qui concernait finalement les mêmes régions et avec une même caractéristique des ondes lentes auxquelles elles étaient associées. La localisation de source, peu importe la méthode de localisation, a pu démontrer qu'on avait une localisation sur le sillon temporal supérieure sur la partie postérieure et avec une localisation plus profonde à 26-29 semaines qu'à 30-31 semaines. Et on avait une localisation également, que je n'ai pas représentée ici, mais similaire dans les mêmes régions de l'onde lente. On s'est demandé également, alors du coup, si c'était une activité qui dépendait ou non de l'expérience sensorielle. Donc là, en parallèle, il y a eu 30 EEG d'enfants prématurés, toujours entre 26 et 31 semaines, qui ont été étudiés après stimulation auditive. Et on a pu démontrer qu'il n'y avait pas de modulation ou d'induction des activités θ temporales par des stimuli auditifs. Donc, ce qui signe bien le côté endogène et codé génétiquement de cette activité.
Donc, on voit donc qu'on a un générateur qui est fonctionnel à partir de 24 semaines, avant même que les afférences thalamiques rejoignent la sous-plaque et avant l'expérience finalement sensorielle. Donc, c'est donc un biomarqueur qui est vraiment très précoce de cette région temporale. Alors, on s'est demandé de façon logique quelle était l'origine de cette activité θ. Donc, la sous-plaque, ça pourrait être une bonne localisation pour plusieurs raisons. D'une, à ce moment-là, la sous-plaque, elle est très active avec de nombreuses synapses. Elle reçoit les afférences thalamiques. Et puis, il a été démontré également qu'in vitro, les neurones de cette sous-plaque, ils étaient capables de générer des activités spontanées endogènes en bouffées d'activité. Ce qui ressemble, et on peut facilement faire le corrélat avec ce qu'on a sur notre G en surface et de prématuré. Et les neurones de la sous-plaque pouvaient générer ces activités de façon précoce à partir de 21 semaines. Et en l'absence d'expérience sensorielle. Et un argument supplémentaire est que lorsqu'on voit finalement cette activité θ-temporale qui migre vers la surface, c'est également finalement l'involution et la façon d'involuer de cette sous-plaque. Ce qui ne va pas contre un enregistrement direct de la sous-plaque, c'est que la sous-plaque, finalement, elle génère des champs fermés du fait que ces neurones ne soient pas orientés de façon perpendiculaire à la surface du scalp. On a donc émis l'hypothèse que la sous-plaque pourrait servir de relais des informations thalamiques vers la plaque corticale et que ce qu'on enregistre en surface pourrait être le reflet de l'activation des cellules pyramidales qui sont destinées à la plaque corticale, qui, eux, sont bien orientées et qui sont en train de migrer. Concernant la localisation de cette activité θ-temporale, notre générateur, il est actif avant l'installation de l'audition, du langage et de façon plus large de la communication. Forcément, du fait de sa localisation, on se pose l'implication de cette activité dans la préparation, dans le pré-câblage de ces grandes fonctions. Il a également été, ce qui va en ce sens démontrer qu'il y avait un rôle de guidance fonctionnelle, de migration neuronale, de croissance, de différenciation codée génétiquement. Et par exemple, là, j'ai pris l'organe de Colliker, qui est un organe de la cochlée, qui est tout à fait transitoire et qui va, par son activité endogène, va être responsable et permettre la mise en place de la fonctionnalité de l'oreille, donc c'est en périphérique de l'oreille interne. Donc, pour poursuivre ce travail sur les activités θ-temporales, il y a dans le labo Aziz Adelinté qui a fait un travail, tous ensemble, hein, mais, particulièrement lui, sur la connectivité fonctionnelle liée à cette activité θ-temporale. C'est parti du corrélat qu'on avait que Mani Mohammadzadeh dans le labo a démontré qu'à partir de 28 semaines, le cerveau du prématuré il était capable de discriminer les phonèmes et les voix en utilisant notamment des stratégies d'habituation et de mismatch. Donc, on a donc, dès lors qu'arrivent entre guillemets les afférences thalamiques sur la plaque corticale, on a déjà une organisation précoce sophistiquée sur les réserves péricylviennes qui vont permettre ce traitement-là. Et donc, on a voulu voir comment les activités θ-temporales pouvaient ou non moduler la connectivité fonctionnelle à ce moment, à cette étape précoce. Donc, il y a 14 EEG d'enfants prématurés qui ont été étudiés, les 64 électrodes d'enfants enregistrés entre 29 et 32 semaines. Et en fait, on a étudié la connectivité fonctionnelle en segmentant en fait des périodes de G de 6 secondes autour de l'activité θ-temporale, donc 2 secondes concernant au moment de l'activité θ, en coalescence avec l'onde et 2 secondes avant et 2 secondes après. Et ce qui a pu être démontré, c'est qu'on avait une augmentation significative de la connectivité fonctionnelle durant cette activité θ-temporale comparée à l'avant-après, et que lorsqu'il y avait une activité θ-temporale gauche, on avait une augmentation significative de la fonctionnalité avec la région frontale gauche, mais également avec les aires pariétales, et également on avait montré une augmentation de la connectivité fonctionnelle significative également sur l'activité θ droite.
Donc, cette activité θ en coalescence avec une onde lente, elle influence l'organisation fonctionnelle du cerveau prématuré à ce moment-là et elle participe au pré-câblage du réseau périsylvien qui, lui, plus tard, va être impliqué dans le langage, dans les interactions sociales, la communication au sens large. Et avant même, en fait, que les connexions à la plaque corticale. Ainsi, les activités θ-temporales, elles peuvent apporter un message fonctionnel ou un signal neuronal sur des autres cibles, ce qui va permettre et participer à l'optimisation des connexions corticales. Ainsi, l'activité θ-temporale, c'est une activité endogène, une entrée endogène, qui va permettre le fin réglage des réseaux périsylviens. Et ce qui va également, c'est qu'on passe finalement d'une organisation focale, une organisation locale riche, à une organisation longue distance de connectivité entre les aires et qui vont permettre la fonctionnalité des grandes fonctions comme la communication et le langage. Donc, une autre étude, cette fois-ci menée par Sahar Modini, a été d'étudier en fait quelle était la relation entre les activités θ, donc ces activités rapides qu'on retrouve ici, et puis finalement notre onde lente qui les transportait. Et savoir quelles pouvaient être les implications fonctionnelles de cette activité sur le développement du réseau neuronal. Donc, 25 EEG de prématurés qui allaient bien ont été étudiés entre 24 et 27 semaines. Il y a eu le développement d'un outil de détection automatique qui détectait séparément les activités θ des slow wave, des ondes lentes. Et alors, cette détection a été adaptée de celles utilisées en fait pour la détection, notamment chez l'adulte, des spindles, de ces activités rapides transportées par des ondes lentes qui, on sait, participent notamment au processus de mémorisation. Et bien sûr, c'est un outil qui a été validé. Il y a eu une analyse en temps-fréquence, du coup, pour voir comment, s'il existait une modulation de la puissance durant les activités θ et les ondes lentes. Et il y a une étude de couplage de phase afin de déterminer s'il existait un moment préférentiel de survenue des activités θ au sein de l'onde lente. Donc, ce qui a pu être démontré, c'est qu'en effet, la puissance des activités θ, elle était modulée pendant cette onde lente. Et si on regarde cette figure ici, on voit très bien, alors c'est l'onde lente de représenter, et ici la puissance des activités θ, on voit que cette puissance, justement, elle va augmenter au cours de la phase descendante de l'onde lente pour atteindre un pic un petit peu en décalé par rapport au pic de l'onde lente, un peu plus précoce de celle-ci. Et puis, sur la phase ascendante de l'onde lente, on va avoir une diminution de la puissance des activités θ et en tout cas une disparition de celle-ci au pic. On voit donc qu'il y a, et c'est ce qui a été également démontré et qu'on retrouve représenté ici, finalement pour tous les événements, pour toutes les activités θ-temporales en coalescence avec une onde lente, et ben on a retrouvé ce haut degré de précision entre la survenue des activités θ qui était toujours au sein de l'onde lente et tout justement sur cette phase descendante. Donc c'est finalement un réglage qui est fin. Entre ces deux générateurs, ou plutôt, devrais-je dire, probablement ces deux oscillateurs, hein, puisqu'il est tout à fait, il paraît plus légitime de considérer deux oscillateurs qui s'unissent plutôt qu'un générateur qui, lui, serait un programmateur assez focal. Donc, en conclusion, on a une localisation profonde dans le planum temporal de cette activité θ-temporale. On a une relation très précise entre nos deux types d'activités qui constituent cette activité, avec une orchestration des activités θ par l'onde lente, avec un couplage de phase très précis entre celles-ci et de façon très précoce à partir de 24 semaines. Et finalement, cette activité θ-temporale, elle est complètement capable, et c'est son rôle, de renforcer la connectivité fonctionnelle sur les aires périsylviennes. On voit donc qu'à ce moment-là, à 24 semaines, le prématuré, il a déjà une organisation complexe et finalement de façon relativement mature, en tout cas sur les mécanismes initiaux de maturation cérébrale.
Une de nos hypothèses sont qu'en effet, ce fin réglage soit un marqueur d'interaction entre la sous-plaque, la plaque corticale et les afférences thalamiques, et que cette activité temporale, même si elle est endogène, va participer au développement des circuits neuronaux qui vont permettre le traitement des informations sensorielles, et c'est ce qui va nous préparer à la conscience corticale sensorielle. Donc, ça, c'était ce qui concernait ce type d'activité sur les régions temporales, mais en sachant que ce pattern, alors là, je vous l'ai mis en frontal, mais finalement, c'est un pattern qu'on retrouve à peu près aux mêmes périodes, pas forcément avec les mêmes fréquences d'occurrence, mais c'est un pattern qu'on retrouve dans d'autres régions. Donc, ce serait cette activité θ plus ondelante, ce serait une activité générique qui va préparer à la conscience finalement de la sensorialité, et c'est l'hypothèse qu'on défend. Puisqu'on sait que nos prématurés, ils sont à risque de troubles neurodéveloppementaux, que ce soit moteurs, sensitifs, cognitifs, langagiers, les troubles du spectre autistique ou les troubles attentionnels. Et ces troubles pourraient être causés par une perturbation précoce dans le câblage neuronal, et ce qui va entraîner une organisation fonctionnelle qui, pour le coup, dysfonctionne. Et ainsi, ces études, elles ouvrent la porte également sur est-ce qu'on ne devrait pas étudier finalement le EEG différemment, surtout avec le GHR qui nous offre pas mal d'informations, en étudiant justement des critères, en modifiant un peu nos critères et en étudiant par exemple le coupage de phase entre deux activités. Donc, par la suite, on se demande pourquoi le lobe frontal. Le lobe frontal, alors on a décidé de l'étudier alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que finalement, le prématuré, il a risque de troubles neurocognitifs au sens large, et que c'est des troubles en fait qu'on va, sauf s'ils sont très, comme les troubles du spectre autistique, sauf s'ils sont très importants, on va les découvrir au minimum à partir de 3 ans, 2-3 ans, et parfois même qu'à l'âge de 6 ans. Donc, c'est finalement une découverte et un diagnostic tardif de ces troubles, bien qu'on est convaincu qu'au niveau de la prématurité, il se passe déjà des choses et qui vont malheureusement avoir cet impact négatif sur le développement, le neurodéveloppement de l'enfant. Donc là, et c'est un travail qui est en cours que je vous présente, on s'est intéressé à ces activités qu'on appelle encoche frontale ou frontale charte transiente, qui sont ces activités frontales qu'on retrouve sur le G basse résolution. C'est des activités fortes qui surviennent autour du terme, entre 35 et 43 semaines, alors quand une naissance est entre 37 et 41, donc c'est vraiment autour de la naissance, principalement vu pendant le sommeil. Et ce qu'on en sait de façon claire et empirique, c'est que la présence de ces encoches frontales à terme, elle confère un pronostic neurologique favorable, ou plutôt, et c'est plutôt ça, c'est que dès lors qu'elles disparaissent, ça signe clairement un pronostic neurologique qui est défavorable. Mais encore une fois, cette activité, finalement, on ne connaît pas ni la fonctionnalité, ni le générateur. On se demande également si c'est des activités qui sont purement endogènes ou qui peuvent être modulées par l'expérience, en sachant qu'en plus, le développement, la maturation du lobe frontal se fait un peu plus tardivement que les autres lobes. Et c'est a priori une activité qui est spécifique du développement du cortex et des aires frontales, puisqu'on ne retrouve pas ce pattern-là sur d'autres régions. Donc, on a pris 20 EEG haute résolution d'enfants nouveau-nés, cette fois-ci, ce n'était pas des anciens prémas, nés à terme, et on a sélectionné des encoches frontales, qui sont ce grapho-élément qu'on retrouve ici sur les régions frontales. Donc là, les régions frontales droite, centrale et gauche, qui sont assez focaux, puisque vous voyez, et c'est ce qu'on va voir après, ça concerne vraiment un nombre restreint d'électrodes. Donc là, par exemple, pour des encoches bilatérales, c'est-à-dire survenant sur nos deux régions frontales, et puis des éléments par contre qui sont unilatéraux, qui peuvent l'être, alors de façon moindre, mais sur les régions gauche ici et puis sur les régions droite par ici. Donc ça, c'est les résultats du grand Moyen-Âge de ces activités bilatérales avec une cartographie d'amplitude. Donc on voit déjà que c'est une localisation, si on regarde que l'amplitude, entre guillemets, qui est très très frontale.
Et ici, avec les électrodes sélectionnées, donc systématiquement, on a les électrodes rouges qui sont très antérieures et puis parfois des activités un peu plus diffuses et qui concernent avec toujours une amplitude moins les électrodes un peu plus postérieures. Ça, c'est le résultat de notre localisation de source avec, en méthode distribuée et bipolaire. Donc, on retrouve toujours une localisation très antérieure sur la face inférieure en fait, du lobe frontal. Ça, par exemple, c'est toutes les encoches frontales d'un patient. Donc, on retrouve finalement toujours cette localisation-là. Et souvent, on retrouve deux groupes sur la face inférieure justement du lobe frontal. Et ça, c'est l'ensemble des encoches frontales représentées, où chaque couleur, chaque dipôle représente un patient. Donc, c'est à l'échelle de notre groupe. Donc, suite à cela, on peut, donc c'est encore au stade d'hypothèse, hein, mais c'est que deux structures, au vu de la localisation, pourraient être impliquées, soit notre cortex orbitofrontal, soit nos bulbes olfactifs. Donc, on se pose la question justement d'une implication avec l'olfaction. Ce qui va moins en ce sens, c'est que finalement, notre système olfactif, dès la moitié du deuxième trimestre, il est déjà, en tout cas d'un point de vue structurel, déjà organisé, déjà mature. Et on ne voit pas en tout cas c'est une supposition au jour d'aujourd'hui, on ne voit pas clairement de lien direct avec un processus d'olfaction, puisque la survenue de nos encoches frontales, elle ne semble pas être déclenchée, hein, et être liée à la respiration. Et on n'a pas l'impression non plus que les enfants intubés, où ce processus pourrait être perturbé, présentent des caractéristiques des encoches différentes. Le fait par contre que ça survienne autour du terme, le fait que ce soit des activités vraiment très résistantes, vraiment très fortes, très résistantes de mécanismes physiopathologiques, par exemple pour les enfants qui ont un contexte d'anoxo-ischémie, quand l'évolution va être plutôt favorable, et ben c'est l'un des premiers, et c'est le premier grapho-élément physiologique qu'on voit apparaître sur notre AZ. Donc c'est quelque chose d'assez fort. Il faut un gros processus pathologique pour les faire disparaître. On voit également, ça c'est en cours, mais que ces activités entre 35 et 43 semaines, leurs caractéristiques, elles ne semblent pas changer. Il n'y aurait pas de processus maturatif de ces encoches frontales. Et ce qu'on se demande clairement, c'est, puisque ça arrive autour du terme, puisque c'est aussi fort, si ça ne pourrait pas venir participer à la survie de l'enfant. Notamment, est-ce que ça ne pourrait pas avoir un rôle sur la mémorisation et sur l'apprentissage des odeurs. Donc là, je voulais vous montrer la richesse en quelques diapos de ce que nous apportait le G haute résolution. Donc voilà une plage d'un enfant à 27 semaines, hein, une plage EEG. On retrouve nos activités donc là qui sont plutôt pariéto-occipital, θ avec onde lente. Et puis vous voyez ici, on retrouve alors un autre grapho-élément qui survient entre les activités θ temporales et les encoches, qui est le delta brush. Hein. Et finalement, vous voyez ici qui concerne deux électrodes. Et finalement, quand on regarde cette EEG en basse résolution, eh ben, on voit tout de suite qu'on perd l'information. Donc clairement, le EEG haute résolution, et c'est ce qu'on retrouve ici, hein, vous voyez là, on a des séquences de rythme sur des ondes lentes, de delta brush, qui n'ont pas tout à fait la même organisation, la même temporalité. Et puis finalement, quand on regarde cette EEG en basse résolution, c'est exactement le même EEG, ben, on voit qu'on a une perte d'information. Donc, notre EEG haute résolution, il nous offre des nouvelles informations et une richesse de cette information-là qui demande qu'à être étudiée, entre guillemets. Et on voit qu'on peut passer sur les delta brush, par exemple, chez l'enfant un peu plus grand, sur des activités qui sont très focalisées et des activités qui sont la même activité, qui peuvent être un peu plus diffuses. Donc, du coup, on a vraiment un nouveau monde qui est offert par le EEG haute résolution. On est assez convaincu que finalement, le EEG, comme on l'interprète en clinique, ça changera probablement dans les prochaines années. Qu'il y a des nouveaux critères par ces études-là également qui vont peut-être pouvoir également prédire mieux et plus précocement avec toute la stratégie après de dépistage, de rééducation précoce, etc., les troubles neurodéveloppementaux des enfants. On peut très bien envisager que dans le futur, on étudie le couplage de phase, la connectivité, etc.
On peut très bien imaginer que, par exemple, pour une activité theta-temporale, le fait que le fin réglage entre l'activité theta et l'onde lente puisse être perturbé, on a des informations qui arrivent à des endroits donnés, mais qui n'arrivent pas avec la bonne temporalité, pas au moment où ils sont attendus, et que ça puisse perturber le fonctionnement du réseau et donc à long terme entraîner des troubles neurodéveloppementaux. Bien sûr, il y aura probablement recours à l'intelligence artificielle parce que finalement, il y a tellement d'informations qu'il est difficile, voire impossible de les traiter à l'œil nu. Hein. Et bien sûr, plus on va comprendre les mécanismes physiologiques, plus notre évaluation clinique prédictive sera pertinente, et puis également, plus on pourra peut-être comprendre les mécanismes pathologiques. Voilà, je vous remercie.